Alors, une autre, disons, difficulté que j'ai eu à comprendre, c'est la notion d'instance sur des points. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les tutos, là je vais Shift S cursor to board d'origine, on voit souvent, alors qu'est-ce que ça veut dire instancer un objet sur un point? Alors instancer un objet sur un point, c'est-à-dire qu'on va distribuer des points dans l'espace, une sorte d'empty, hein, pour ceux qui ont l'habitude de Blender, c'est-à-dire en gros un objet qui a simplement 3 coordonnées, qui localise une position dans l'espace. Et sur cette position, on va faire apparaître la copie d'un objet de référence. D'accord, hein, c'est-à-dire on va instancer un objet à cet endroit-là. Alors comment fait-on ça? Bon, alors en 3.3.1, j'ai trouvé un moyen un petit peu simple de montrer un petit peu comment ça se passe. Alors pour ça, on va prendre un objet prétextuel, ici Shift A, Plane, faire New, je vais virer immédiatement le groupe Input dont je ne vais pas avoir besoin. Alors, dans 3.3.1, il y a dans les nodes d'entrée, c'est-à-dire des objets particuliers que l'on peut poser dans l'espace 3D, il y a les points. Alors, si je grossis un petit peu, alors vous voyez que le node points, c'est composé ici d'un compteur, bon là j'en ai qu'un, mais je peux en mettre 3, 4, 5, on verra comment. Ici il y a une position qui permet de positionner l'endroit où je les dépose, et un radius de représentation. Hein. Ça a un sens un peu, c'est un peu virtuel, ça permet de visualiser ici le node, le point, pardon. Regardez, voilà, si je m'approche, je vais mettre le curseur à côté, comme ça verra mieux. Voilà, j'ai mon point qui est là, d'accord? Donc je peux augmenter son radius pour qu'on le voit mieux, ou je peux le diminuer, le laisser comme ça. Et puis, bon, bah, je peux changer éventuellement sa position. Voilà, hop, là, bon. Allez, 0, je le remets à la position de départ. Bah, si je tape pas la bonne valeur, ça sera pas bien. Voilà. Il veut pas. Voilà, c'est parce que je suis en majuscule. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà mon point. Donc n'y voyez pas du tout de réalité physique, hein, c'est simplement une position avec 3 coordonnées. Mais c'est une entité quand même, parce qu'on peut poser dessus un objet. Alors, pour vous faire comprendre, je vais déplacer exprès mon point sur l'axe Y, par exemple. Voilà. Afin que ce soit plus clair, qu'on ne croit pas que je mette les choses à l'origine du monde. Qu'est-ce que ça va être une instance? Eh bien, il faut que je prenne un objet et que je le mette dessus. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens. On peut prendre plusieurs types d'objets, et puis on peut les déplacer un peu où on veut. Alors pour ça, je vais mettre par exemple plusieurs objets, hein, plusieurs points, pardon. Si je commence à confondre les points et les objets, c'est pas bon. Voilà, j'ai mis 3 points par exemple. Voilà. Alors là, j'ai mis 3 points, vous les voyez apparaître ici, parce que ici, j'ai sélectionné, n'oubliez pas, points, hein, ici. Et ils apparaissent ici avec leurs coordonnées. Et vous voyez qu'ils ont toutes les mêmes coordonnées et le même radius. Alors, c'est un peu embêtant, on ne les voit pas, quoi. Comment faire pour les faire apparaître? Pour ça, il faut un node géométrique qui est un node qui s'appelle setPosition. Voilà. setPosition. Et puis, il faut un autre node, alors un node un petit peu particulier qui donne ces valeurs-là, 0, 1, 2, 3. Vous voyez qu'ils ont tous un numéro précis qui leur est associé, qui est la position dans la liste, si j'ose dire, des objets. Eh bien, ça, je le récupère dans Input ID, d'accord, ou Index, comme on veut. Et si je me sers de cette ID ici, et que je regarde, ce qu'il y a dedans. Alors je vous rappelle, pour faire apparaître un viewer, c'est CTRL-SHIFT sur l'objet, sur le node qui nous intéresse. On fait apparaître le viewer, il suffit de le connecter à la géométrie qui nous intéresse, et on voit apparaître ce que nous donne la sortie de ce nodes ID. Si j'arrive à prendre bien
là. Voilà. D'accord? Regardez, 0, 1, 2. Donc, il nous donne ces valeurs-là. Alors, je peux me servir comme ça afin de visualiser ces valeurs, parce que je vous rappelle que tous mes points sont accumulés ici au même endroit. Si je connecte ça sur offset, eh bien, ils vont se décaler. Alors, comme c'est pas très facile à voir parce que la fenêtre est petite et qu'ils partent tous dans des sens x, y, z, eh bien, je vais utiliser un séparateur de coordonnées, donc un vecteur qui est combine x, y, z. Je vais faire rentrer l'idée, par exemple, sur l'axe y, c'est-à-dire ça va donner pour chaque point une ordonnée différente, et je vais l'injecter dans l'offset, c'est-à-dire dans le déplacement. Si je me rapproche, vous voyez que j'ai mes points qui sont définis ici. Alors évidemment, comme je suis parti de 1, ils sont décalés. Si je repars de 0, vous voyez, ils sont là. Alors, je vais me déplacer ici. Voilà, et bon, bien sûr, si j'augmente le nombre de points. Alors ces points, je peux mettre dessus des objets. Par exemple, je vais choisir un objet au hasard et je vais dire à la machine, dire dans les notes, tu vas me mettre dessus. Tu vas faire ce qu'on appelle une instantiation. Donc je vais aller dans instance et j'ai fait instance on point, hein, c'est-à-dire instance on point. Attention à ne pas confondre avec l'autre, hein, Shift A, instance to point, qui lui, à la limite, fait le contraire. Il passe des instances au point. Alors, vous voyez, je vais avoir une entrée point, donc que je vais brancher sur mes points. Ici, je vais aller chercher mes points, puis bling, je vais les mettre là. D'accord? Et puis ensuite, hein, vous voyez, les points, ils sont là. Je vais les mettre là. Boum. Mais si je fais ça, bon, en réalité, je transmets à instance la position, mais je ne vais pas donner un objet à mettre dessus. Alors un objet, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ben, par exemple, moi je vais prendre un petit cube. Je vais aller chercher dans les mèches primitives, un petit cube. Alors je vais diminuer un peu sa taille parce que sinon ça devient un peu très rapidement énorme. Je vais mettre par exemple le point 1. Voilà. Et je vais mettre ici instance. Je vais brancher mon mesh sur instance. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci? Eh bien, il se trouve que ici, les points, évidemment, se sont réalignés puisque ma position est la même. C'est-à-dire que toutes les instances se sont mises au même endroit, ce qui n'est pas très bon. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ce set position ici. C'est-à-dire que je vais décrocher ça, je vais le mettre ici, et je vais mettre ici mon idée sur offset ici. Et cette fois, vous voyez que mes cubes se sont décalés. D'accord? Et donc, j'obtiens cette disposition-là. Alors, reprenons un peu notre ensemble ici. Si je regarde, on a donc les cubes qui viennent en instance sur les points. Hein. Les points sont ici, sont déterminés ici, il y en a 4. Et on a les cubes qui sont les instances par l'intermédiaire de ce nœud-là. Bon. Alors, on va changer d'objet pour une raison très simple, c'est que j'ai besoin d'un objet dont l'origine se situe à sa base, si j'ose dire. Donc, je vais retirer X et l'objet, sans trop de manipulation, qui paraît le mieux adapté, c'est le cône. Alors, le cône, on va lui donner un radius de base
de point 1, qui permet qu'il ne soit pas trop gros, puis on verra la hauteur si ça marche. Alors, on va prendre donc ce cône et on va s'en servir comme instance. Voilà. Alors, vous voyez, l'avantage ici, c'est que la base, si j'ose dire, c'est la position des points. Alors, bien sûr, hein, je peux augmenter, diminuer, et ainsi de suite. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est l'utilisation comment ça s'appelle? Je vais un peu contracter ça. Hein, le cône ici, il m'intéresse moyennement. Voilà, par contre, ce que je voudrais, c'est grossir un peu le reste pour que vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Voilà, ça c'est notre montage de tout à l'heure pour faire apparaître les points. Ça, c'est cette position pour les séparer. Voilà. Donc on a notre montage comme ceci. Donc on pourrait dire que ça c'est le montage des instances. Maintenant on peut, à l'aide de nodes, déplacer les instances par rapport à cette position-là. Par exemple, on peut les faire tourner autour de différentes positions. Pour ça, il y a un node spécial qui est dans Instance, qui s'appelle Rotate Instance. Voilà. Alors, on va explorer un peu les fonctions de ce node. C'est un peu difficile parce que les écrans sont petits quand on manipule pas mal de nodes. Voilà. Et on va le brancher juste ici, comme ceci. Voilà. Et on va regarder ce qu'on peut faire avec. Alors, si on regarde bien ce que fait ce node, sélection, on va laisser de côté, hein, pour l'instant. On va regarder déjà rotation, donc ça veut dire qu'il fait effectivement des rotations, et ça c'est le point de pivot. Donc le point de pivot, ça a l'air d'être 0, 0, et on est en local space, en espace local, c'est-à-dire en espace relatif aux différents cônes. Je vais essayer de tourner autour de, par exemple, de l'axe le plus simple qui semble être. Je voudrais les faire tourner autour de l'axe des Y. Alors on va essayer, supposons que je fasse ça. Vous voyez, ça marche, ils tournent chacun autour de l'axe des Y, de l'amplitude que je donne ici. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, supposons que je veuille tourner autour de l'axe des X. On va regarder ce que ça donne. Alors vous voyez que chacun, et c'est pour ça qu'on est en local, vous voyez, chacun a son repère à la base, hein, ici l'axe des X pour chacun d'entre eux est comme ça, est un parallèle à l'axe rouge. Et donc quand je change l'angle, eh bien il pivote autour de cet angle. Bon, déjà, et ensuite pour l'axe Z, alors là ça va être un petit peu plus difficile à voir, parce que l'axe Z, il pivote autour de... Alors, le plus simple, hein, c'est de donner un angle sur l'axe des X. Voilà, je vais donner, par exemple, 10 degrés. Vous allez voir. Et puis, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe sur l'axe Z. Vous voyez, l'axe Z tourne par rapport à l'axe Z global de l'ensemble. Hein, c'est-à-dire localement, chacun par rapport à une parallèle à l'axe des Z qui passe par leur origine. Voilà. Donc, 0, 0. Bon. Maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'on aimerait bien toucher à ça. Qu'est-ce que c'est que ce pivot? Pivot, ça veut dire qu'a priori, c'est 0, 0 qui est ici. Eh bien, on va essayer de changer le pivot, mais aussi de le matérialiser parce qu'on ne verra pas toujours très bien ce qui se passe ici. Alors, pour faire ça, on va prendre une icosphère qui va matérialiser le centre. Alors, icosphère, mesh, icosphère, on va lui donner un petit diamètre, 0.1, et on va la positionner en un certain endroit à l'aide d'un de la position qu'on veut donner au pivot. Alors, cette position, eh bien, on va la donner par Shift A un vecteur qui combine X, Y et Z. Voilà. Combine X, Y et Z. Voilà le vecteur sur lequel je vais agir et que je vais injecter là. Hein, je l'injecte là. Pivot. D'accord? Et pour voir
où se situe ce XY, je vais positionner mon icosphère à l'endroit où je positionne mon origine. Hein, c'est-à-dire, en gros, l'icosphère matérialisera l'origine. Alors pour ça, je vais faire Shift A d'abord, une position, cette position, géométrie, cette position. Voilà, je vais mettre le mesh ici sur la géométrie. Pour pouvoir le voir, il faut que ici je fasse un géométrie joint qui permet de montrer simultanément, vous allez le voir apparaître, voilà la petite, bon je vais grossir un peu pour que vous voyez que l'icosphère est bien là, l'icosphère elle est bien là, vous voyez elle est là, hein, là, d'accord, bon je remets à 0,1, voilà, et comme ça, quand je vais déplacer ici, je vais envoyer le vecteur sur l'offset de la position de l'icosphère. Donc si je déplace par exemple le X en 1, ça veut dire que ici j'envoie comme origine le point de coordonnée 1, 0, c'est-à-dire que chaque objet doit tourner théoriquement relativement à ce point-là. Alors pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, je vais diminuer le nombre des objets, je vais le mettre à 1 déjà, pour que vous voyez déjà ce qui se passe. Hein. Donc je le mets à 1 et je vais faire tourner autour de l'axe des X. Donc vous voyez que là c'est normal, hein, le point se situe sur l'axe des X, donc ça tourne globalement par rapport à l'axe des X, ce point-là. Maintenant supposons, là j'ai mis 1 degré, c'est 0 degré. Voilà. Hein, supposons que j'augmente un petit peu et que je passe maintenant à l'axe des Y. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez, maintenant que l'origine a été déplacée, eh bien il tourne autour d'un axe des Y qui serait ici. Hein, qui passerait, si j'ose dire, par la nouvelle origine. Voilà, 0. Et maintenant, si je regarde sur l'axe des ailes, eh bien vous allez tout de suite comprendre qu'effectivement, il se déplace, il tourne autour de la nouvelle origine. D'accord? Alors maintenant, on va s'amuser un peu, je vais essayer de mettre ici 0, ici 1, et je recommence. Rotation autour de l'axe des X, vous voyez, c'est bien ce que je veux. Hein, 0. Rotation autour de l'axe des Y, on va voir ce que ça donne. Oui, vous voyez, c'est un moyen très simple de faire pivoter par rapport à son propre... Et autour de Z, vous voyez qu'on décrit un cercle de centre, l'objet en question. D'accord? Donc je vais ramener mon compteur, et je vais vous montrer autre chose. Je vais mettre mon compteur à 4 par exemple. Donc le phénomène que je vous ai signalé, il marche effectivement. Alors je vais replacer mon origine à un endroit, alors là, je vais la mettre en 0, d'accord, voilà. Et ce que je voudrais voir, c'est ce sélection, à quoi il sert. C'est pas très clair de voir exactement ce à quoi il sert. Et pourtant, c'est assez simple. C'est les instances sont créées en fonction d'une certaine sélection. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ID et que je lui applique un opérateur mathématique que vous connaissez très bien, utilities, math par exemple, voilà, je vais mettre... Ah, non, je ne veux pas de ça. C'est un peu petit, hein, mais bon. Et je vais lui mettre le modulo, l'opérateur modulo. Où est-ce qu'il est mon modulo? Modulo, voilà, modulo. Et ici, je vais faire modulo 2. C'est-à-dire que si je prends une entrée, un nombre qui rentre, et que je le divise par 2, le reste doit être 0 ou 1. D'accord?
0 ou 1, c'est interprété par vrai ou faux par les booléens. Et donc, si j'injecte une série de valeurs, par exemple les idées, qui sont, on l'avait vu, 0, 1, 2, 3, 4 par exemple, eh bien si je les injecte ici, que je les divise par 2, il va sortir 0 ou 1 selon certaines valeurs. Alors je vais mettre ça dans la sélection, et je vais maintenant essayer de faire une rotation, comme j'avais l'habitude de le faire sur l'axe des X. Regardez ce qui se passe. Il n'y a que si j'ose dire, ça c'est 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire, il n'y a que les impairs qui vont tourner. D'accord? Comme ça, je sélectionne les objets sur lesquels je peux agir. Hein? C'est intéressant, ça. Ça permet de faire des tas de petites choses. Bien sûr, hein, il suffit d'avoir le bon opérateur mathématique, d'ajouter plus 1 ou de retirer moins 1, enfin, ou de changer le modulo pour que ça marche. D'accord? Différemment avec une autre sélection. Alors, un petit complément par rapport à ce que je viens de dire. Bon, j'ai simplement repris ici chacun des notes et j'ai mis un petit commentaire aussi au-dessus pour savoir ce qu'il faisait par rapport à notre petite simulation. Et j'ai grossi un peu l'icosphère pour qu'on ait puis je vais mettre aussi le curseur à l'extérieur. Voilà. L'icosphère, c'est toujours le pivot de la rotation. Hein. D'accord? Oui, alors, ici, vous voyez, le petit bouton, je l'ai manipulé. Je l'avais laissé ici à cocher. C'est-à-dire que chaque rotation s'effectuait par rapport à son propre repère, c'est-à-dire celui qui est situé à la base et qui est parallèle à l'axe des X, à l'axe des Y et à l'axe des Z. Hein? Maintenant, en fonction de sa position, bien sûr. Maintenant, et qui se déplace, bien sûr, en fonction de l'objet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je décoche ce témoin qui permet de dire local ou pas local, c'est-à-dire local ou global. Hein. Alors je vous rappelle, si je fais une rotation par rapport à l'axe des X, ça faisait ceci. Je me remets à 0, voilà, je vais décocher ici, d'accord, puis je vais essayer de faire une rotation par rapport à l'axe des X pour voir ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. L'ensemble, cette fois, se déplace par rapport à l'axe des X, mais c'est normal parce que je suis en absolu. C'est-à-dire que chacune des instances va se déplacer par rapport au repère ici matérialisé par l'axe vert, l'axe rouge et l'axe bleu. Et donc, bon, pour la première, évidemment, elle va tourner puisque ça coïncide avec son repère local, mais pour les autres, non. Hein, les autres, ils vont se caler sur cette origine-là. D'accord? Alors, ça marche effectivement dans tous les cas. Pour Y, c'est pareil. Voyez, mais là, on a l'impression qu'il tourne autour de son axe local parce que l'axe local de chacun des machins, des instances, coïncide avec l'axe global. Par contre, pour Z, je vais y arriver à mettre 0 là. Hein, oui, merci. Voilà. Et Z, vous voyez, j'ai le même problème. Donc vous voyez que le passage de local à global est assez important. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je décale maintenant d'une unité ou de deux, par exemple, de 2 unités, mon origine, et que je me mets en global? Est-ce que ça change quelque chose? Alors je reprends, rotation par rapport à l'axe des X, ça semble ne rien changer pour l'instant, 0. Rotation par rapport à l'axe des Y. Ah, cette fois, il y a quelque chose de différent. Je tourne toujours par rapport à une parallèle à l'axe global, par rapport, qui passerait par ma nouvelle origine. 0. Et par rapport à Z, et bien là, même chose. Je tourne par rapport à ma nouvelle origine. D'accord? Comme ceci. Et donc, ici, je mets 0. Donc vous voyez, on a à peu près les mêmes phénomènes, mais attention, chaque instance a une position un petit peu décalée par rapport à l'origine, si j'ose dire, hein, à l'origine choisie, c'est-à-dire à l'origine absolue.
Donc, autre petit nœud intéressant qui m'avait posé aussi des problèmes, avec le même montage, on va essayer de le visualiser. Ce qu'il fait, c'est encore un node de rotation, donc ça rentre dans les transformations de rotation. Seulement ici, vous voyez, je pouvais changer le pivot, c'est-à-dire qu'en gros, je mettais un autre point, je considérais que le repère avait été translaté, et je tournais par rapport aux axes du repère. Seulement, moi j'aimerais bien changer d'axe. Et bien pour ça, il y a un node, qui est le node, alors je ne sais plus trop où il est, mais on va marquer rotate, on va le repérer tout de suite, voilà. Voilà rotate l'air, il s'appelle comme ça, le voilà. Alors il présente un certain nombre de choses qu'on peut connecter ici sur les rotations. Et bon, si on reste sur l'air et objet et local, ou local d'ailleurs, objet et local, on verra la différence tout à l'heure quand on aura des transformations qui s'enchaînent en série. Hein, c'est important, on verra tout à l'heure. Hein. Donc on va rester pour l'instant en objet ou local, c'est pas gênant. Rotate by, et en gros, je fais la même chose que tout à l'heure. Hein. Je tourne par rapport aux axes. Par exemple, ici, je tourne par rapport à l'axe des X. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que si je mets axis, c'est-à-dire je change l'axe et je vais tourner autour de cet axe. Alors, l'axe, il est donné par ce vecteur-là, qui est ce qu'on appelle le vecteur directeur. Alors, pour le matérialiser, je vous propose de rajouter une droite, enfin de matérialiser une droite dans le plan pour voir la direction de ce vecteur. Alors pour ça, on va aller dans les curves primitives, on va prendre curve line, d'accord, et on va essayer d'injecter le vecteur directeur. Alors la curve line, on va la montrer ici, hein. On va le mettre dans le joint pour la montrer. Alors on la voit pas parce qu'elle fait 1 de hauteur, et puis en plus elle n'est pas en direction, donc on la met en direction, hein, parce que comme on va vouloir montrer le vecteur directeur, alors si j'augmente, vous voyez, hop, la ligne ici augmente. Hein. Si je cache pardon, où ils sont là, si je cache les, voilà, ah bah oui non, c'est vrai, ça monte pas, il faudrait cacher uniquement l'axe des X et l'axe des Y. Bon, mais en gros, vous voyez cette ligne là, hein, si je la bouge doucement, vous la voyez bouger. D'accord. Bon, je vais la mettre à 8 mètres par exemple, comme ça on la verra bien. Et alors, on va piloter ça par un vecteur combine qui va servir à la fois de vecteur directeur et à la fois de vecteur pour l'axe de la rotation. Donc, vecteur combine x, y, z, que je branche en même temps sur axis ici, avec 1, puisqu'il était à 1, hein. Si je regarde, je coupe, je décolle, et je vais prendre le bon bouton, voilà. Axis, vous voyez, 0,01, donc je mets 0,01, et puis je mets là pour ne rien changer. Boum, voilà, on verra ce qui se passe quand je change. Et puis en même temps, je le mets là, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est l'axe des Z. Maintenant, supposons que je freine, prendre un peu de recul, je voudrais prendre, vu de dessus, par exemple, ici, ce qu'on appelle la première bisectrice. Alors la première bisectrice, ça correspond à x égale 1, y égale 1, z égale 0. Alors théoriquement, ah oui, non, pardon, excusez-moi, là, j'ai pas bon, pas mis sur direction. Alors, je reprends. Il faudrait que j'y arrive, hein, mettre sur direction. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, x égale 1, y égale 1, ça vous donne cette droite-là. Alors, on va observer la rotation de l'ensemble quand je fais varier l'angle. Regardez ce qui se passe. Eh bien, je tourne autour de cet axe. Hein. J'ai laissé à l'origine pour que vous voyez que ce point-là qui est cité sur l'axe est immobile, mais que les autres tournent bien autour. Voilà. D'accord ? Maintenant, si je change d'axe, à savoir si j'augmente la cote, z égale 1,
Alors on va regarder ce que ça donne comme axe, hein, parce qu'il faut éviter les parallaxes. Voilà, je tourne autour pour que vous voyez bien que ici je pars légèrement en biais par rapport au plan X ou Y. Hein, c'est la première de toutes les bisectries, si j'ose dire. Et si je décide de tourner, bah regardez, je tourne autour de cet axe. Alors supposons que je fasse un travail un peu pervers qui consiste à changer l'axe en -1 sur Z. Eh bien regardez ce qui va se passer, la droite a changé et la rotation évidemment va se faire autour de la droite en question. Donc pour faire une rotation d'axe donné qui nous intéresse dans une certaine situation, ce node-là est fondamental. Bon, alors on revient un peu à notre montage et puis on va observer un autre node qui m'a posé quelques problèmes. Ah, il est un petit peu plus compliqué encore que les autres. Il consiste à aligner des objets par rapport à un autre objet qui, lui, est une espèce de contrôleur qui se promène. Bon, c'est un peu confus quand on le lit comme ça, mais alors ce node, il a un nom. Je vais tout de suite vous le montrer. Shift A. Bon, je ne sais plus où il est. Search. Il s'appelle Aligne. Voilà. Aligne Euler to vecteur. C'est-à-dire, on pourrait traduire ça par aligne la rotation par rapport à un vecteur qui pointe sur quelque chose. Alors, si on regarde de près, ici, le node en question, il a tout un tas de paramètres que l'on va essayer d'observer fonctionner sur notre petit exemple contextuel qu'on a choisi, c'est-à-dire ici, je vous rappelle, on a disposé de 3 points pour les différencier, parce que sinon, si je mets simplement ce node de générateur de points, il génère 3 points au même endroit. Donc j'ai simplement pris l'idée pour séparer leur position. Donc ça, on peut le mettre un petit peu de côté, vous connaissez théoriquement bien. Maintenant, on va utiliser on pourrait dire les points pour instancer un objet. Alors un objet, j'ai choisi un objet un petit peu particulier que j'ai créé, tout simplement parce que ça va nous aider à comprendre la notion de repère local. Alors je vais le faire apparaître, le voilà, vous voyez, c'est un petit objet comme ça, là, il est là, c'est ici un ensemble, c'est à partir d'un cube, si je grossis un peu, vous voyez, vous avez à partir d'un cube, j'ai tiré sur chacune des 3 faces qui correspondent aux 3 axes et je lui mets des couleurs de telle manière à avoir un repère. C'est-à-dire que son repère local, vous voyez, si je clique dessus, eh bien son repère local coïncide un peu avec la représentation. Voilà. Donc je reviens ici à ma petite problématique. Et c'est lui que je vais instancier sur les points. Alors, vous connaissez maintenant la manière d'instancier, enfin je vous rappelle quand même, je vais, je vais mettre la ligne Euler de côté pour l'instant, il est un peu compliqué pour l'instant, Shift A, je vais donc instancer, instance onPoint, instance onPoint, voilà, boum, donc évidemment ça disparaît, et je vais aller chercher mon objet, Shift A, donc je vais dans Input, Object, Info, voilà, je vais chercher ce que j'ai appelé un mini-repère, voilà, et je vais mettre sa géométrie dans l'instanciation, voilà, et j'obtiens 3 mini-repères. Bon, je vais effacer l'original, j'obtiens 3 mini-repères. Alors ces repères, c'est des instantiations du repère de base. Alors maintenant, on va essayer d'observer comment fonctionne le fameux aligne Euler sur vecteur. Alors, on va déjà prendre la chose qui est relativement simple à comprendre.
on va se servir ici d'un objet extérieur. Alors, je vais contracter un petit peu parce que sinon, on ne va pas y arriver. Object info, donc point, voilà. Cet outil-là, ce node-là, permet de choisir une cible vers laquelle l'objet va pointer selon un certain vecteur. Alors, je vais m'expliquer clairement. Je vais ajouter donc un élément supplémentaire. Par exemple, on va prendre un cube, un truc simple. Mesh cube, voilà, bon, il est un peu gros, donc on va le diminuer. Edit, je le fais en edit, ça évite de remettre après des applications. Voilà, voilà mon objet, je vais le déplacer un peu vers le haut. Voilà. Et je vais l'appeler, alors il va avoir un nom, je vais lui donner un nom un peu spécifique, parce que c'est lui qui va contrôler, je vais l'appeler contrôleur. En anglais, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Contrôleur, parce que c'est lui qui va, si j'ose dire, être l'objet vers lequel vont pointer les petits repères, hein, puisque le align Euler, en réalité, il produit sur les objets instancés le phénomène qui consiste à pointer sur un objet dans une certaine direction. Alors, comment on va faire ça? Je vais aller chercher donc object info. Où est-ce qu'il est? Object info, input, object info, un autre object info, où je vais aller chercher mon contrôleur. Voilà. Donc, ça, c'est en réalité le petit cube qui est là. Et je vais dire que sa position influe est la direction du vecteur sur lequel je veux que mes instances pointent. Alors je vais tout simplement brancher, vous voyez ici, donc mon objet ici sur vecteur, c'est-à-dire la position de mon objet. Elle va être fournie à ce nœud-là, qui lui va envoyer une certaine rotation selon, bien sûr, les paramètres qui sont ici, hein, qu'on va observer fonctionner. Donc ici, j'ai mis simplement X. Alors pour des raisons d'affichage simultané, je vais simplement cocher ici, simplement parce que ça punaise, si j'ose dire, l'affichage de ce Geometric Nodes, parce que sinon, si je me mets sur le cube, évidemment, ça fait disparaître l'affichage du Nodes. Et comme je veux déplacer le cube, c'est pour ça que ça va être important. Alors, comment déplacer ce cube? Ah, c'est pas très bien. Il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est que mon origine n'est pas sur ma géométrie. Donc je vais ici aller set origin to géométrie. Voilà, ça me plaît mieux. Voilà. Hein, je veux que l'origine du cube soit, enfin du contrôleur, soit sur là. Alors regardez bien ce qui va se passer. Ici, c'est X qui est coché. Et je vais déplacer mon cube. Regardez ce qui se passe. Eh bien, la ligne Euler impose à la rotation, c'est-à-dire à la rotation de chacune des instances, à ce que chacune des instances pointe sur l'objet, hein, soit pointe sur la direction de l'objet, bien sûr, relativement à son repère local. Donc vous voyez que si je déplace, vous voyez que l'axe des X suit, et en même temps, bien sûr, la rotation complète de l'objet suit comment s'appelle le contrôleur. Alors maintenant, supposons que je clique sur Y. Vous voyez que ça change, et que c'est Y qui maintenant pointe sur l'objet. D'accord? Il y a quelque chose que j'aime pas, il pointe pas assez bien. Bon, enfin si, c'est pas mal quand même, bon d'accord.
hein, parce qu'ils sont, comme ils sont parallèles, je veux dire, ça c'est un peu... ils pointent, mais dans la direction du premier, si j'ose dire. Voilà. Voilà. Hein, on continue. Et si je mets Z, alors regardez bien ce qui se passe ici. Je vais mettre Z. Vous voyez, c'est Z qui, lui, pointe sur le cube en question. D'accord ? Bon. Bon, ça, c'est donc X, Y, Z. Bon. Mais ça, c'est quand le pivot est sur auto. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la machine qui choisit automatiquement, si j'ose dire, le meilleur axe de rotation. Mais, je vais revenir sur X. Supposons que maintenant, je regarde ce qui se passe sur l'entrée en dessous. Rotate around l'axe des X. Ça veut dire que je vais imposer à mes petits objets, à mes petits repères, de tourner autour de l'axe des X. Donc si je clique, vous voyez que ça change. Mon axe des X, mon objet se remet dans la position standard, si j'ose dire, et je vais essayer de bouger mon contrôleur. Et là, mon contrôleur, vous voyez, si je me déplace sur l'axe des Y, il ne se passe rien. Sur l'axe des X, il ne se passe rien. Sur l'axe Z, il ne se passe rien. Ben, tout simplement parce que ici, j'ai dit que je voulais tourner à partir de... sur l'axe... Enfin, je voudrais tourner à partir des X. Et donc, forcément, ici, je ne peux pas tourner par rapport à mon propre axe. Donc, il faut que je choisisse Y, par exemple, et à ce moment-là, ça change tout. Y se met... Enfin, mon objet se met à pointer selon son petit axe Y vers mon contrôleur. Et quand je me déplace, eh bien, la rotation, elle se fait simplement autour de l'axe des X, quels que soient les axes que je choisisse. Bon, X, ça fait rien parce qu'il essaye de tourner autour de son propre axe. Par contre, si je prends Z, si j'arrive à le prendre, d'ailleurs, parce que c'est pas évident, voilà, merci. Non, même pas. Bon, faut que je descende. Pas beaucoup de place, hein, c'est terrible. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Si je descends, vous voyez, là, cette fois, il suit. Donc si je me décale, hop, voilà, et si je descends, eh bien ça marche. X, ça fait rien. Par contre, ici, si vous voulez, en quelque sorte, j'ai calé l'axe X de rotation. D'accord ? En mettant ceci. Maintenant, on revient à X ici, et je vais caler l'axe Y. On va regarder ce qui se passe. Théoriquement, toutes les rotations doivent se faire par rapport à l'axe Y en quels que soient les déplacements que je choisisse ici. Alors vous voyez, si je me déplace sur l'axe des X, bah oui, ça marche bien ici. Si je me déplace sur l'axe des Y, bah ça fait rien parce que j'essaye de tourner autour de mon axe de rotation. Voilà. Et si je me déplace sur Z, bah cette fois, ça marche très bien. Hein ? Vous voyez ? Dans tous les sens. D'accord ? Donc en réalité, ceci c'est imposer comme axe le pivot qui me voit. Si par contre je me mets en auto, eh bien il trouve celui qui est le mieux, c'est-à-dire il s'arrange pour choisir celui qui pivote, vers lequel, si vous voulez, j'ai choisi le pointage, et à partir de ça, il se débrouille pour pivoter dans le bon sens, d'accord ? C'est-à-dire de suivre indépendamment d'un axe donné. Il suit l'objet contrôleur. Juste avant de démarrer la dernière transformation sur les instances, qui est scale, donc changement d'échelle en français, je voudrais rappeler quelques mots sur le scale, sur les objets simplement. Bon, après ça aide pour comprendre un petit peu la suite. Ici, vous voyez par exemple, j'ai un cube, et si je fais S, donc scale, et que je grossis, vous voyez, bon, ça grossit sur toutes ces dimensions. Bon, c'est une sorte de dilatation globale sur toutes les trois coordonnées. Bon, jusqu'à maintenant, rien d'extraordinaire. Je fais CTRL-Z. Maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus
peu plus différent. Je vais déplacer légèrement mon cube et au lieu d'avoir l'origine de son origine sur sa géométrie, je vais la mettre au centre du monde ici. C'est-à-dire que je vais faire set origin to 3D cursor. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre que cette fois, la dilatation va travailler effectivement sur les coordonnées, mais sur les coordonnées par rapport à ce point-là. Et donc, si je fais S, regardez ce qui se passe. Non seulement je dilate le cube, mais je l'éloigne en même temps, puisque je dilate sa distance qui le sépare de l'origine, si j'ose dire, de son origine. Donc, il y a un truc qui est très important, c'est savoir par rapport à quelle origine on fait le changement d'échelle. Et ça va être important dans la suite sur les instances. Donc, bien compris, hein, deux possibilités. Soit l'origine, c'est l'origine géométrique de l'objet, et à ce moment-là, les dilatations se font, si j'ose dire, avec l'objet et invariant par rapport à sa position. Par contre, si je déplace son origine à l'extérieur de l'objet, lorsque je fais un scale, évidemment, ça change la distance qui le sépare de son origine et ça change ses dimensions. Alors, nous allons maintenant voir comment on peut scaler des instances. Alors bon, vous avez le montage de tout à l'heure, hein, que j'ai utilisé déjà pour les rotations, c'est-à-dire ici j'instance 3 points avec un cube, ici. Hein, et je les dispose selon l'idée de chaque cube, hein, c'est-à-dire 0, 1, 2. Ouais. Bon, maintenant, je vais donc utiliser un node qui s'appelle, c'est facile, hein, scale instance, le voilà. Je vais le positionner ici. Alors vous voyez qu'il a la sélection, un peu comme la rotation tout à l'heure, on verra que c'est la même fonction. Il permet de sélectionner les instances qui nous intéressent selon une règle, par exemple de calcul. Là, les scales suivant les trois directions, x, y, z, on va voir ce que ça donne, et le centre. Alors le centre, hein, c'est comme tout à l'heure, dans le début, dans l'introduction que j'ai fait sur le scale, vous allez voir que suivant le choix de centre que je fais, les actions du scale ne sont pas les mêmes. Alors on va regarder déjà avec un scale égale 0, hein, vous avez ici donc l'origine qui est là. Pour la matérialiser, je vais simplement mettre une icosphère, donc mèche primitive, icosphère, ici. Je vais lui donner un petit radius égal à 0.1, et je vais manipuler ce centre grâce à un vecteur combine. Bon, c'est un petit peu la même chose que j'ai fait pour les rotations. Alors ici, en même temps, je vais envoyer donc le résultat de ce vecteur combine, non pas sur l'icosphère, pardon, d'abord ici sur le centre, et puis sur la position de l'icosphère. Pour ça, il me faut un node qui est un géométrie cette position, voilà, ici, et je vais prendre ce mèche-là, lui dire voilà, tu t'affiches en même temps. Alors là, vous la voyez pas parce qu'elle est juste sur à l'origine. Bon, je vais vous la montrer quand même. Hein. La voilà, vous voyez. Bon, je la rentre à l'intérieur et je vais la déplacer. Je vais la positionner ici sur l'offset. Donc, pour l'instant, je mets tout à 0 et je vais regarder ce que donnent les scales. Hein. Donc, tout est ici. Et je vais regarder ce que donne un scale sur les X, par exemple. Vous voyez, ça dilate suivant l'axe des X. Chaque instance reste à sa position. Hein. Ça, c'est important à noter. Maintenant, je fais sur l'axe des Y. Même chose, dilatation, bon là, ils se rejoignent. Hein. Et ça se fait à la même position. Et ici, pareil, à la même position. Bon, scale habituel. Maintenant, supposons que je déplace mon origine, je vais l'avancer sur l'axe des X, par exemple, ici, en 2. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner?
Alors, regardez ce qui se passe pour l'axe des X. Eh bien, évidemment, non seulement je dilate, vous voyez, je dilate chaque instance de 2, mais en plus, enfin de la quantité que j'ai mis ici, hein, de 2 et des poussières, hein, combine 2, mais en plus, je dilate la distance qui séparait ici, là, ça, je multiplie cette distance par 2 et j'obtiens cette distance-là. D'accord? Donc, vous voyez, ça c'est le changement d'origine. Bon, maintenant, si je fais sur Y, pardon, hein, le scale que je voulais faire, oh, ça va mal, hein, 0. Si je fais le scale sur l'axe des Y, vous voyez que tout se fait à la position donnée. C'est normal, puisque ici, mes coordonnées de la nouvelle origine en Y et en Z sont 0. Et donc je vais avoir le même phénomène sur l'axe des Z, vous voyez, ça se fait sur place. Bon, je comprends à peu près là. Hein. Maintenant, supposez que je mette en X égale 1 et Y égale 1. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon, je vais remettre à 1 ici le scale. Voilà, alors regardez, je vais ici augmenter, donc évidemment, ça dilate non seulement l'objet, mais la position. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. 1. Merci. Sur l'axe des Y, et bien là aussi, étant donné que Y a été déplacé par rapport à 1, ça va jouer sur la coordonnée Y. Donc je vais multiplier les coordonnées Y par le facteur qui est là. D'accord? Voilà. Par contre, pour Z, sur lequel c'est 0, eh bien, regardez, hop, voilà. Donc on peut imaginer très bien que si maintenant j'agis simultanément sur les 3 coordonnées, eh bien cette fois, vous voyez, mon origine s'est déplacée en hauteur, elle est aux coordonnées x égale 1, y égale 1 et z égale 1. Et donc, quand je vais jouer sur les dilatations, comme il y a un déplacement, ça multiplie la distance par le facteur que j'ai donné. Voilà. Y, pareil. Voilà. Et Z, cette fois, va être touché aussi. Et voilà, ça s'éloigne dans les 3 cas. D'accord? Alors, bien sûr, si j'éloigne les 3 en même temps, si je tire, si je fais une dilatation par rapport aux 3, elles s'en vont en fonction de la position de celui-là. Elle multiplie les distances par le coefficient qui est là. D'accord? Voilà comment fonctionne en gros cette fameuse origine. Et là, si par contre, entre-temps, vous voyez, je remets l'origine à 0, tout se recale comme c'était au début. Voilà. Alors, juste un point pour terminer. Là encore, tout à l'heure, dans ce qui précède, j'ai travaillé sur le scale en local space. Qu'est-ce qui se passe si je modifie ici et que je mets en global? Eh bien, on va essayer. Scale sur l'axe des X. Ça semble rien changer, ce qui est relativement normal parce que tous les abscisses de chacune des instances correspondent à x égale 0, donc la distance en x, si j'ose dire, la coordonnée en x sur le scale, ça ne fait pas bouger les objets, donc ils se dilatent sur place. Bon. Y, par contre, vous voyez que les ordonnées de chacun de ces instances ne sont pas les mêmes, donc a priori je peux prédire que comme je suis en global, à la différence du local où chacune des ordonnées est la même, c'est-à-dire vaut 0, tandis que là il y en a une qui vaut 0, une qui vaut 1 et l'autre qui vaut 2. Et donc quand je vais faire un scale, ça va sûrement non seulement les dilater, mais en plus les éloigner de cette origine si je prends un facteur multiplicatif positif. Négatif, je vais dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche aussi. Donc, global. Et si je passe en local, vous voyez, il reste collé. Voilà. Donc, maintenant, dernière étape.
je voudrais voir ce qui se passe sur l'axe des Z. Je vais remettre à 1 ici. Hop. Sur l'axe des Z, sur l'axe des Z, a priori, ils ont tous la même, si j'ose dire, cote. Donc, a priori, ils se dilatent sur place. Donc, vous avez compris, c'est un peu la même chose que pour les rotations, le passage du local au global. Il suffit de regarder les coordonnées qui sont sur qui correspondent à la valeur 0. D'accord ? Et aux valeurs différentes de 0. Et à ce moment-là, le scale agit sur ces coordonnées-là, non seulement en dilatation, mais en plus en changement de position. Alors, on va essayer, comme le montre le dessin, de faire cette petite représentation pour montrer une application des geometric nodes, en particulier sur la position des points, des curves et ainsi de suite, de mèches les uns par rapport aux autres. Alors, vous voyez, on va avoir quelque chose qui simule un peu le déplacement d'une roue sur un terrain, voyez, un terrain accidenté, voyez. Hop, elle suit le terrain. En réalité, elle suit la curve qui est dessus, qu'on peut voir en filigrane. Et puis, il faut que ce soit adaptatif, c'est-à-dire que si je change la morphologie du terrain, ici, par exemple, je sais pas, je vais mettre un peu plus d'accidents, voilà. Je vais peut-être pas en mettre trop quand même, parce que sinon ça se voit pas bien. Voilà, je vais essayer de diminuer un peu les accidents. Voilà. Et si je redéplace ma roue, vous voyez qu'elle suit les modifications, elle s'est adaptée au nouveau terrain. Voilà ce qu'on va essayer de faire dans ce nouveau tuto. Alors pour ça, on va faire un nouveau fichier. Je ne vais pas sauver celui-là. Je vais mettre la version 3.3, peu importe, 3.4, ça marche, voilà. Et je vais essayer de montrer comment on bâtit la petite simulation. Bon, alors, pour ça, j'ai choisi version 3.3, mais on peut se mettre en version supérieure à 3.3, 3.4, 3.5, enfin bref. Et on va essayer donc de faire cette simulation. Alors d'abord on va faire le terrain. Alors pour ça, on va retirer ce cube. Je vais la light et la caméra, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais faire Shift A, je vais mettre un mesh plane, voilà. Je vais lui faire un scale de 10 par exemple. Bon, c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de lui donner beaucoup de subdivisions. Donc, je vous conseille, déjà de faire CTRL A, parce que bon, sinon, le scale, il est pas 1. Il faut que, toujours, je vous rappelle, il faut que le scale ici soit égal à 1 dans le panneau N, sinon on a des ennuis. Bon, voilà. Donc là, je passe en Edit Mode, je fais W subdivide, voilà, et puis je vais marquer pas mal de subdivisions. Je ne sais pas si l'on accepte direct 40, bon, je vais refaire encore, je vais faire A, W, il faut le faire en 2 fois, parce que sinon il n'accepte pas d'un coup. Voilà. Par exemple ça, voilà, ça suffit, parce que comme j'enregistre, ça risque de bugger au moment de... Alors pourquoi j'ai subdivisé? Tout simplement parce que je vais déformer pour faire un terrain vague, et pour déformer, j'ai besoin d'une texture qui soit, d'un maillage qui soit assez fin. Alors on va se placer en Geometric Nodes, on n'aura peut-être pas besoin de ça. On va pas rentrer dans les détails théoriques. Enfin si, quand même, on va s'en rentrer, mais on va pas avoir besoin de numérique, je crois pas. On va en parler. Donc,
new, bien sûr, hein, on va faire une nouvelle arborescence, et sur cette arborescence, donc ici je vous rappelle, hein, ici ça représente le plan. Je vais reculer un peu, je vais un peu monter, puis je vais garder plus de place parce que l'arborescence est assez important. Alors, donc j'ai mon plan ici, enfin du moins le maillage de mon plan, toutes les datas de mon plan, et ici l'affichage. En gros, on va dire ça que c'est l'affichage, hein, c'est-à-dire ce que j'ai là. Alors, je vais déjà faire le terrain. Alors pour le terrain, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. On utilise une déformation, un positionnement des points du plan, enfin du plane qu'on vient là. Ça s'appelle un géométrique node qui s'appelle set position. Et on va injecter ici une texture, Shift A, Musgrave, texture, Musgrave. Où est-ce qu'elle est, ma Musgrave? Musgrave, parce que bon, elle peut donner des collines assez marrantes, quoi. Et alors, la Musgrave renvoie ici un vecteur dont je vais prendre simplement la composante en Z, c'est-à-dire la composante verticale, pour faire les petites collines. Donc Shift A, je vais prendre dans les vecteurs de combine X, Y, Z, pardon, les formations de l'anglais, je vais injecter I, c'est-à-dire le résultat, dans Z, et je vais mettre ça sur l'offset, par exemple. Voilà. Alors vous voyez que là c'est un peu fin. Je vais changer les valeurs ici. Alors je vais regarder les miennes. Je crois que c'est le plus simple, celle que j'avais préparée. Oui, j'avais mis ici 0,4.4. Est-ce qu'il donne ça? Je ne vais pas changer le reste. Voilà. Donc on va mettre 0,4 et puis on verra après ce qu'on peut transformer. Voilà. Donc je vais continuer. Ça, c'est donc mon terrain. Hein, donc, on peut s'habituer. Je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, mais ça peut être intéressant de dire, tout ça, hein, ça c'est le terrain, parce que ça permet de ça permet de se repérer. Alors pour ça, vous sélectionnez les nœuds, donc Shift, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ceux que vous voulez mettre, et puis vous faites Shift P, et ça vous met un cadre, une frame, ça s'appelle, et vous pouvez lui donner un nom. C'est pratique pour le déplacer après. Donc N, vous allez ici, et vous vérifiez que vous êtes bien sur l'onglet Nodes, et ici vous avez Frame, vous voyez, c'est le nom de ce cadre, et vous allez marquer terrain, par exemple, hein, pour différencier par rapport à la suite où on va faire une roue qui se déplace dessus, hein, je vous rappelle l'objectif. Voilà. Bon. Donc on a notre terrain, et on aimerait bien avoir une roue. Alors pour ça, on va prendre un cylinder. Mais ce cylinder, en réalité, il y a un trucage dont je vous ai un petit peu parlé, c'est que ce cylinder va suivre un objet qui est ce qu'on appelle une courbe de Bézier. D'accord? Donc pour ça, je vais aller chercher une courbe de Bézier que je vais introduire directement en mode traditionnel. Shift A ici. Vous voyez, je fais ajoute une courbe de Bézier. Bézier, curve, elle est là. D'accord? Alors bien sûr, hein, c'est l'inconvénient, enfin, c'est pas l'inconvénient, mais c'est comme ça que ça marche, c'est quand je sélectionne l'objet qui est hors du Geometric Nodes, évidemment, le Geometric Node disparaît puisque le Geometric est un modifieur qui est associé à Plane. Bon. Mais elle est là, hein, la courbe de Bézier. Alors ce que je vais faire, c'est je vais l'introduire dans le monde des Geometric Nodes. Alors il y a plusieurs moyens, soit je fais Shift A Object Info, soit il existe un moyen très rapide pour ceux qui sont pressés. Vous cliquez dessus et vous déplacez. Et automatiquement ça génère l'Object Info Bézier Curve, ce qui évite de faire Object Info et d'aller le chercher. Alors, cette curve va être le chemin
qui va être suivi par la roue en question. Alors la roue, comment on va la faire? Bon, on va tout simplement faire un cylinder. Hein, on va faire un cylinder, Shift A, voilà, Shift A. Mèche primitive, cylinder, voilà, le voilà. Et puis, on va lui donner des dimensions, on va lui mettre un radius de 0.5 et une hauteur, hein, une hauteur, ça va être l'épaisseur de la roue, hein, donc ça va pas être très important, on va lui mettre 0,7 par exemple. Bon, voilà. Bon, je vous laisserai après régler ce que vous voulez. Alors, bon, il faut essayer de faire apparaître déjà les choses. Alors, la roue, on va la faire apparaître après. On va déjà faire apparaître le chemin qui suit les aspérités du terrain. Essayez du moins. Alors, Shift A, on va, pour ça, pour l'afficher en même temps, on va aller chercher un joint, géométrie, voilà, hop, on va le mettre là. Et cette curve de Bézier, ici, la voilà, elle va apparaître. Elle est maintenant dans on la voit pas trop, mais si je coupe par exemple ici, vous voyez, si je coupe ici, elle est derrière, hein, vous voyez, elle est en jaune, hein, là. Je vous montre un peu plus grand, voilà. D'accord? Il est important de bien comprendre que ce que je crée, c'est en réalité une représentation dans le Geometric Notes, d'accord? Donc je remets mon plan, bling. Oh bah oui, si je le mets pas, ça va pas marcher. Voilà, hop. Et alors vous la voyez, la petite curve. Alors bien sûr, on va lui donner un petit peu d'ampleur. Alors il y a deux moyens, soit on travaille sur l'original, soit on travaille sur la version que l'on a dans les Geometric Nodes, et on va chercher par exemple le transform qui va nous faire un scale. Par exemple, on va lui faire un scale sur l'axe des X. Alors, si vous regardez bien, vous voyez ici, vous la voyez apparaître, hein, derrière, on lui fait un scale assez important. Hein. Voilà. Bien sûr, on peut le faire directement sur la courbe, mais on va le garder ici comme ça. Ensuite, eh bien, ce dont on va avoir besoin, c'est d'ajouter de la définition à ma courbe de Bézier, parce qu'en réalité, si je regarde la Bézier courbe de départ, elle a 2 points, hein, en ses extrémités de contrôle. Or, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle en ait beaucoup pour qu'elle puisse s'adapter comme étant le chemin suivi par la roue. Alors, comment voulez-vous faire suivre la roue sur le chemin? Eh bien, pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle le node Simple Position. Enfin, Simple d'ailleurs, il s'appelle tout simplement Simple Curve, d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus son nom. Où est-ce qu'il est, Curve, Simple Curve. Voilà. Alors ce Simple Curve, j'en ai déjà parlé dans un autre tuto. Il permet, alors pour des raisons de simplification, vous voyez que le lien ici passe au travers de mon terrain et ça me gêne un peu parce que ça va créer des bêtises. Donc soit je déplace ici, voilà, et je vais mettre mon Simple là, mais en réalité, ce que crée ce node, c'est tout simplement un point sur la curve, et il rend sa position ici en sortie. D'accord? Alors moi je vais utiliser cette position pour positionner, si j'ose dire, mon cylindre. D'accord? Et pour ça, j'ai besoin d'un Shift A géométrie, set position. On met les éléments en place, hein. Bon, c'est un petit peu lourd, un petit peu au début, mais
vous allez voir, après c'est assez efficace. Alors, set position, donc je vais prendre ici ma position, pour, ici, je vais la mettre, cette position, en offset, oui, voilà, et je vais mettre mon objet ici, pardon, je me suis trompé, c'est un peu petit, hein, donc j'ai un peu de mal des fois à maîtriser la présence des liens. Mesh, je vais le mettre là, d'accord? Et je vais joindre ça à la géométrie ici. Donc voilà, mon cylindre, il est en bout. Alors il n'est pas dans la bonne position parce que moi j'aimerais bien qu'il il roule. C'est-à-dire que il soit pas sur sa face plate là, c'est-à-dire que ici son axe c'est l'axe des ailes. Alors ce que je vais faire, c'est je vais rajouter sur le cylindre un node de géométrie transform qui va me permettre de redresser la position, c'est-à-dire que je vais effectuer sur l'axe, je vais essayer l'axe des X. Oui, je pense que c'est l'axe des X, puisque regardez, c'est son axe. Donc je vais faire 90 degrés sur l'axe des X pour voir ce que ça donne. Et ben c'est parfait. Voilà, ça donne bien la bonne orientation. Voilà. Et alors, donc, a priori, ma roue, elle est sur la bonne direction. Alors vous allez me dire, comment je fais pour comment pour la déplacer? C'est très simple. Vous allez voir, ici, je vais dans le sample curve, parce que c'est lui qui dirige au fond l'histoire. Je vais mettre factor, et vous voyez que factor, ça varie. Ici, c'est un nombre qui est défini à partir sur la courbe de 0 à 1. Et donc, si je déplace, regardez ce qui va se passer. Et ma roue suit ma curve. Alors, ça va m'éloigner un peu. Elle suit ma curve du début à la fin. Voilà. Alors évidemment, là, pour l'instant, elle ne suit pas le terrain, parce que ma courbe elle-même ne suit pas le terrain. Alors comment faire? C'est là la subtilité de l'histoire. C'est comment faire suivre à la courbe le terrain. Alors, il y a deux choses. Déjà, il va falloir lui donner, si j'ose dire, de la souplesse, si on peut appeler ça ainsi, c'est-à-dire lui donner un nombre de points suffisant pour qu'elle puisse s'adapter. D'accord? Donc on va utiliser ce qu'on appelle Shift A, un node qui redonne de la géométrie, si j'ose dire, à la courbe. Alors curve, et ça s'appelle Resample Curve. Resample Curve, il a comme objet de prendre la curve et de lui rajouter des points à l'intérieur. Voilà. Donc, par exemple, je vais lui laisser pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Hein. Ouais, ça me va. Hein, je vais le mettre là. Boum. Bon. Alors, maintenant, c'est là qu'on va rejoindre notre terrain un petit peu pour pouvoir manipuler les choses. Comment faire? Eh bien, on va récupérer la morphologie du terrain, c'est-à-dire la position des points, et la transférer à la géométrie de la courbe. Pour ça, il y a un node qui fait ça. Et enfin, c'est un ensemble de deux nodes en réalité. Il y a d'abord un node qui s'appelle une capture d'attributs, c'est-à-dire il va capturer ce qu'on appelle un flux de données, un ensemble de données d'une géométrie. Ici, ça va être des vecteurs. Hein. Donc, je vais aller chercher ça s'appelle un attribut puisqu'ils sont nommés, ce flux de valeurs. Et je vais faire transfert attribut et je vais transférer les positions du terrain. Je vais les transférer à la courbe. Alors, pour ça, je vais mettre mon transfert ici. Je vais prendre sa géométrie parce que je vous rappelle que si je fais intervenir Shift A,
le flux des points qui m'intéressent, c'est-à-dire les points du plan. Hein, géométrie, non, c'est pas dans géométrie, c'est input position. Ça, c'est le flux des points de la géométrie de base, c'est-à-dire celle du groupe input. Hein. Faites attention, c'est important. C'est pour ça que je suis obligé de les récupérer pour les mettre sur la courbe. Donc ces positions de points, qui sont les positions du plan, il faut que je les récupère à partir de la géométrie du plan. Ça va être le rôle de ça. Et c'est des points. Donc je vais grossir, voilà, c'est vector, hein, c'est des points. Donc je vais prendre ça, je vais prendre cette géométrie-là, qui va être la géométrie source, ça va être l'attribut, d'accord? Voilà, et je vais récupérer de l'autre côté une sorte de paquet de données, qui sont les positions d'un point, que je vais transférer à quoi? Eh bien à la courbe. Et à la curve, par l'intermédiaire de quoi? Par rapport à un set position de la curve. Alors ce set position, je vais le mettre bien sûr à l'endroit où il faut, c'est-à-dire je vais le mettre derrière le fait de l'avoir repositionné. Hein, je vais le mettre là, hein, parce que j'ai repositionné ma curve. Donc je vais joindre ici, alors j'utilise Shift et je tire avec ma souris gauche, ça me fait un point de jonction. J'ai ici, hop, et ici, je vais prendre ce Shift à set position, hop, que je vais injecter ici, et sur lequel je vais comment dire, balancer mon attribut, c'est-à-dire les positions des points du plan que je veux mettre ici dans position. Alors, théoriquement, si tout s'est bien passé, la courbe doit suivre comment on pourrait dire, doit être projetée sur la forme du plan. Alors pour ça, il suffit de vérifier en allant dans le sample curve, ici, qui est là, et de balancer ma petite. Alors regardez, si vous regardez bien, ça marche, mais moyennement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, mon resample de curve est pas assez important, j'ai que 30 points. Alors je vais en mettre 200, voilà, et théoriquement, ça devrait marcher beaucoup mieux. Où est-ce qu'il est, mon facteur? Voilà. Voilà, vous voyez, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. La roue suit comment se pourrait dire, le relief. Hein, bien sûr, elle est à mi-roue, puisque dès le début, elle est à mi-roue. Alors ce que je peux faire, c'est la monter un petit peu plus haut pour que vous voyez, et pour la monter un peu plus haut, eh bien je vais dire au node transform qui est ici, d'ajouter quelques unités pour qu'elle soit légèrement plus haut que le terrain dans lequel elle se promène. Et à ce moment-là, vous voyez qu'elle reste en surface. D'accord? Alors je vais modifier le terrain pour vous montrer que c'est très adaptatif. Donc je viens de montrer que ça se déplaçait. Là, j'ai changé un petit peu le scale. On va rajouter de quoi faire des collines un peu plus hautes. Donc Shift A, ici Shift A, Utilities Math. Alors je mets pas add, mais multiply. Et ici, alors bon, si je mets 0,5, évidemment, ça va pas augmenter. Mais si par contre, j'augmente un peu la valeur, vous voyez que les collines sont plus importantes. Et si je déplace toujours ma roue, vous allez voir qu'elle suit, hop, regardez, elle suit la montagne. Voilà, hein, plus ou moins bien. Bon, il faut régler hein, comment s'appelle, la multiplicité des
des points de la curve pour que ce soit le plus parfait possible. Voilà, hein, voilà, vous voyez, ça suit au mieux la montagne. D'accord? Voilà. Alors, une petite remarque quand même, on peut regarder à quel point la courbe a été déformée en supprimant, enfin en coupant. Ici, je vais faire ça proprement, voilà. Je vais essayer ici de couper. J'ai rajouté un point supplémentaire pour que ça soit facile à raccorder après. Voilà, regardez, ma courbe, elle est déformée par le Musgrave qui est là, enfin le... Regardez, si je change, vous voyez, la courbe, si je change la déformation, la courbe est bien sûr déformée. Voilà, hein, voilà.